Depuis que notre chaîne a été citée par Thierry Casasnovas lui-même, vous êtes nombreux à la découvrir avec de forts a priori, basés sur une présentation orientée de notre collectif et surtout sur le sombre portrait qui a été fait de l'un de ses membres. Et dans le cas de Crapaud, c'est ça, il est absolu. Dans une approche absolutiste. C'est juste fan à fond ou opposant à fond. Il n'y a pas entre les deux. Et c'est toujours la faute de l'autre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'assume jamais ce qu'il fait. Il est en mission pour le Seigneur, lui, tu vois. Il se fait passer pour une victime. Donc, en fait, il va démissionner de sa responsabilité en disant « mais j'y croyais, mais on m'a forcé ». Et il me fait vraiment penser à Anakin Skywalker qui va devenir Dark Vador. Hein. Il manipule pour susciter de la haine vis-à-vis de moi. C'est son unique but, au gars. Avant de retourner de sa veste, voire de baisser son pantalon, il trompe son auditoire, juste pour attiser la haine. Moi, globalement, je vais te dire, c'est pour moi quelqu'un qui n'a aucune déontologie, aucune droiture, comme s'il cherchait un père de substitution. Après, ce que je comprends de son profil, c'est quelqu'un qui est très très peu sûr de lui, il a besoin d'énormément de reconnaissance, donc il a toujours besoin de briller dans un milieu. Donc il devient extrême dans ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, quand même, c'est un profil psychologique quand même assez borderline, quand même, si tu peux me permettre. Donc il est obsédé par moi. D'après moi, il doit passer ses soirées, ses nuits à surveiller tous mes faits et gestes. Entendre cette espèce de voix nasillarde et suraiguë était fatigant pour moi. Il est fatigant, il n'est pas agréable. Ce membre du collectif, c'est moi. J'y prête ma voix depuis le début de nos vidéos, puisque c'est la répartition des rôles que nous avons choisis en interne. Mais comme on tente de décrédibiliser tout notre travail en me présentant comme un fanatique ayant des problèmes psychologiques, je pense qu'il est temps pour moi de prendre un peu la parole et de vous dire qui je suis. Voilà, c'est moi, Crapaud. J'utilise ce pseudo depuis 8 ans et même si j'ai fait avec des choses que je regrette, j'y suis attaché. Parce qu'il porte une part de mon parcours et il me permet de ne pas oublier d'où je viens. J'ai 30 ans, je suis enseignant de sciences de la vie et de la terre et je vis en pleine campagne comme vous pouvez le voir. Là je termine un affût photo comme souvent au lever ou au coucher du soleil. Mais je vais vous en dire plus sur ma vie, sur mon parcours, comme ça vous connaîtrez au moins un des membres de l'équipe. Et d'abord justement il faut que je vous parle un petit peu du collectif L'Extracteur. Il y a un an, une personne me contacte sur un réseau social pour me proposer de rejoindre un groupe d'échange au sujet de certaines dérives alimentaires et médicales. On m'avait repéré parce que j'avais publié 2 vidéos parodiques sur le sujet en 2018. Le collectif existait déjà avant que je le rejoigne. On entend d'ailleurs la voix d'un autre de ses membres dans plusieurs de nos vidéos. Oui, c'est moi. Il suffisait de les regarder avec attention pour repérer ce petit détail et savoir que je n'étais pas seul. Ok, j'ai compris, je sers à rien. Pour ceux qui voudraient continuer à le croire, suivez nos vidéos et vous allez avoir des surprises. La plus grosse méprise à notre sujet concerne nos objectifs. On prétend que nous serions en guerre personnelle, cherchant par tous les moyens à nuire à un individu en particulier. On dit aussi que nous pousserions les gens à manger des aliments industriels, des fast-foods et à se bourrer de médicaments. C'est sûr que vu comme ça, nous serions de sombres crétins. En réalité, notre objectif est tout autre. Comme nous l'avons déjà écrit sur notre blog, le but de notre collectif est de déconstruire de funestes idéologies au sujet de l'alimentation, de la santé, et d'alerter sur des pratiques dangereuses. Tout ça dans le but de limiter au maximum les conséquences sur la santé physique et mentale des personnes. Mais alors, pourquoi ne nous intéresser qu'à Thierry Casasnovas ? Déjà, ce n'est pas toujours le cas. Nous avons aussi parlé d'Irène Grosjean, d'Éric Viard, de Christian Thalchaleur, de Jean-Jacques Crèvecoeur, de Silvano Trotta. Mais c'est vrai que nous parlons beaucoup de Thierry Casasnovas, surtout sur YouTube. Et bien d'abord parce qu'il est l'un des principaux porte-parole de ces dérives, et qu'il a beaucoup d'audience. Ensuite parce que sa communication est de plus en plus rodée, ce qui lui permet d'améliorer sa respectabilité, son image, et rend ses propos encore plus séduisants. Mais aussi parce qu'on connaît mieux son discours et même son évolution grâce aux milliers de vidéos qu'il a laissées derrière lui, comme autant de petits cailloux semés dans l'éternelle mémoire du web. En revanche, nous ne sommes en aucun cas des prescripteurs, donc il ne sert à rien de nous demander ce que nous proposons. On s'en tient au consensus scientifique, c'est-à-dire de manger beaucoup plus de produits frais, principalement des fruits et des légumes,
de diminuer l'apport de sel, les aliments transformés, d'éviter à tout prix l'alcool, le tabac, la surmédication, de réduire le stress, de faire attention au cadre de vie, aux relations aux autres, bref, ce que disent tous les médecins et même les campagnes publicitaires gouvernementales depuis des années en fait. Et c'est assez incroyable que certains aient réussi à faire passer pour révolutionnaire un discours en réalité porté par les plus hautes autorités scientifiques et politiques, en y ajoutant au passage de fausses informations et des conseils hasardeux. Mais l'autre critique qui revient souvent concerne nos méthodes. Nous serions des cyberharceleurs, des voyous prêts à tout, y compris à faire des appels à l'homicide, comme on a pu l'entendre ça et là. Alors, on va remettre un petit peu les choses à leur place. Nous avons commencé par un très long travail de visionnage. Parce que les vidéos de ce monsieur et de ses copains, il fallait les regarder. Puis ensuite, nous avons testé des petites compilations d'erreurs scientifiques, de contradictions internes dans le discours, de propos hallucinants concernant la santé. Nos 2 premières vidéos adoptaient un angle ironique, presque moqueur. Nous nous sommes vite rendus compte des limites de ce type d'approche qui créait une forte réactance chez certains et un sentiment de pouvoir juste en rire chez d'autres. Donc ça n'allait pas, il fallait qu'on réussisse à montrer la gravité de la situation avec un format plus pédagogique, plus thématique aussi. Nos vidéos ont évolué vers un angle plus sérieux et on a commencé aussi à respecter la chronologie puisqu'on vous a écouté et nous avons affiché les dates de tous les extraits diffusés. Ces vidéos restent le cœur de notre action. Nous occupons le terrain où sévissent les gens que nous dénonçons. À côté de cela, nous tenons un blog, une page Facebook et un compte Twitter. Des endroits où nous parlons de bien d'autres choses que du personnage qui nous pense en mission contre lui. D'ailleurs, nous regrettons d'avoir un jour laissé échapper une insulte sur Twitter. Nous nous sommes déjà excusés publiquement à ce sujet et je réitère cela au nom du collectif. Il nous est arrivé quelquefois d'informer, de sensibiliser aussi des acteurs économiques ou médiatiques sur les enjeux de la situation. Alors certains voudraient faire croire qu'il s'agirait de pression, de chantage, voire même de harcèlement. En réalité, c'est simplement du lobbying citoyen, tout comme le font les militants de nombreuses causes, en alertant des députés ou des entreprises pour essayer de les faire évoluer dans leur sens. Quand des citoyens s'unissent en collectif pour demander à des élus ou à des professionnels d'un secteur de prendre des décisions écologiques ou sociales, on trouve ça plutôt normal. Quand certains envoient de nombreux courriers et mails aux députés, aux professionnels de santé, pour demander le maintien du remboursement de l'homéopathie, ça ne gêne personne dans ce cas-là. Certaines causes auraient le droit à ces méthodes, mais pas toutes. Au nom de quoi ? En tout cas, nous n'avons jamais harcelé personne, ni incité au harcèlement. Nous avons au contraire, et de multiples fois, demandé à nos spectateurs de ne pas recourir ni à l'insulte, ni à la menace. Mais plutôt de se placer dans une démarche respectueuse, d'écoute, de compréhension de ceux qui peuvent adhérer à ce type de croyances, sans jugement et avec bienveillance, dans les échanges créés dans les commentaires. Tout ceci est facilement vérifiable sur tous nos réseaux sociaux. Et enfin, sur les accusations de manipulation qui voudraient que nous fassions des montages fallacieux en faisant dire aux gens l'inverse de ce qu'ils disent en réalité, écoutez, nous allons y revenir plus longuement dans une autre vidéo parce qu'il y aura beaucoup, mais alors beaucoup à dire sur le sujet et ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Mais si vous avez lancé cette vidéo, c'est probablement parce que vous voulez en savoir plus sur moi, sur ce qui m'anime. Est-ce que tout ce qu'on raconte sur moi est vrai ? Est-ce que je suis le menteur obsessionnel et pathologique qu'on décrit ? Alors ça va me permettre de vous raconter un peu mon parcours et peut-être de vous donner une autre vision des choses, moins caricaturale, plus complète, pour vous permettre de vous faire un avis personnel sur toute cette histoire. Alors oui, entre 2013 et 2015, j'ai été proche de la sphère Dieudonné-Soral. J'y suis tombé au moment de la forte médiatisation autour de Manuel Valls, de la censure du spectacle de Dieudonné, et je les ai crus sincères quand ils prétendaient être accusés à tort d'antisémitisme pour les discréditer. J'ai donc fait des dessins complotistes, des visuels pour Soral, j'ai publié un article de soutien à Dieudonné, mais à l'été 2014, je tombe des nues en entendant Soral défendre la hiérarchie des races en direct dans un live YouTube. On a vu aussi le petit El Kabbach
Là, c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire, qui est finalement le petit sémite séfarade, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité aryenne, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez. Et ça, c'est la juste hiérarchie traditionnelle, vous voyez, et qui correspond à la juste hiérarchie des cultures, hein. Je dirais pas des races, mais des cultures. Ce en quoi je croyais s'effondre, je comprends que je soutiens des vrais racistes et que j'avais repris leurs éléments de langage, leurs lignes de défense, sans voir qui ils étaient vraiment. Ça a été une vraie baffe, mais je ne pense pas avoir été le seul à cette époque à m'être engouffré dans cette impasse de la dissidence au nom de la liberté d'expression et de la cause palestinienne en ce qui me concerne. En 2015, je publie un article et un dessin où je dénonce leur supercherie politique. Je suis totalement revenu de tout ça depuis 5 ans maintenant. Alors on a dit beaucoup de choses sur cette période-là. C'est vrai que je ne l'ai pas crié sur tous les toits, parce que pendant quelques années, j'ai eu honte d'avoir participé à ça et d'avoir pu blesser des gens, auprès de qui je souhaite d'ailleurs m'excuser à nouveau. Mais il est faux de dire que j'aurais révélé cette partie de mon passé en urgence pour ne pas déplaire à de prétendus nouveaux amis. Cette idée me trottait dans la tête depuis des mois. D'ailleurs, sur cette capture du 22 juin 2020, par exemple, je saute le pas et je parle à un ami monteur de podcast de mon envie de raconter mon histoire, donc bien avant que mon identité ne soit révélée par Thierry Casasnovas et son entourage. Ensuite, je ne me suis jamais présenté en tant que victime, mais alors jamais. Voici d'ailleurs comment se conclut le thread qu'on ne vous a montré qu'à moitié. J'assume ma pleine et entière responsabilité dans tout ça. Je l'ai raconté plusieurs fois dans mon thread sur Twitter, mais aussi dans un podcast, dans un live avec un youtubeur politique. Vous pouvez retrouver tout ça en description et n'hésitez pas à y jeter un œil si vous avez envie d'en savoir plus sur cette période de ma vie. Vous verrez que jamais je ne dis avoir été victime de quoi que ce soit. Mais quand même, le plus remarquable dans tout ça, c'est que les personnes qui tentent de se servir de mon passé pour me discréditer sont elles-mêmes actuellement impliquées dans ce genre de mouvance. Qui défend encore Dieudonné ? Qui l'a fait applaudir sur scène ? Je te remercie vraiment d'avoir été parmi nous. Je te remercie pour tout le temps que tu nous as consacré. Merci à vous. Diodo. Merci Diodo. Merci. Qui a sommé son public de continuer à l'aimer malgré tout ? Qui est allé récupérer un prix en personne remis par Dieudonné cette année ? Non mais, là, on croit rêver. Bref, deuxième volet important, le rapport que j'ai pu entretenir avec Thierry Casasnovas et l'hygiénisme en général. J'ai déjà expliqué tout ça, là aussi en octobre 2019, dans un podcast auquel je participe régulièrement et qui s'appelle « Les carencés ». Je précise en passant qu'ils n'ont rien à voir avec l'extracteur, donc merci de les laisser tranquilles. Mais je vais reprendre le fil pour vous. En 2015, à l'âge de 24 ans, je change de régime alimentaire et je deviens végétarien puis végétalien. Je cherche des informations nutritionnelles pour faire les choses comme il faut. Et comme il n'existe aucune recommandation officielle décrivant comment mener ce type de régime correctement, je suis obligé de fouiller un peu partout sur la toile, passant de sources scientifiques étrangères à des contenus beaucoup moins recommandables, mais mis en avant un peu partout sur les réseaux sociaux, chez certains influenceurs. Ça réactive les mêmes mécanismes de recherche de réinformation qui m'avaient pourtant conduit au pire quelques temps auparavant. Je découvre le crudivorisme, l'alimentation vivante, l'hygiénisme. Je commence à écouter Irène Grosjean. Non mais comment ne pas faire confiance à cette mamie adorable et bienveillante qui joue avec les mots pour nous faire comprendre que les maladies, c'est le mal qui dit. Je veux dire, le discours est ultra séduisant. Et puis moi, à ce moment-là, j'ai besoin de trouver un cadre rassurant. Et comme on me dit encore qu'il faut forcément manger de la viande, des laitages en grande quantité, alors que les scientifiques semblent dire que l'inverse est possible, je prends les premiers discours à peu près construits qui vont dans le sens de mes choix éthiques. Et manque de bol, je tombe, sans le savoir, dans un marécage de pseudosciences et d'idéologie New Age. Et je découvre du coup les vidéos de Thierry Casasnovas sur YouTube. À ce moment-là, il se présente encore comme végétalien. D'abord, je suis un peu quand même sceptique, mais je trouve néanmoins des choses qui m'intéressent. Des recettes, des conseils de santé, des éléments de physiologie. Il sait utiliser des termes de vocabulaire pour donner un vernis scientifique à ses vidéos. Et malgré mon bagage universitaire, je ne détecte
pas tout de suite la supercherie de son utilisation biaisée des études, des contradictions et aussi des dangers inhérents à son discours. Et puis encore une fois, j'insiste pour rappeler que le niveau d'études n'est pas un bouclier efficace contre ce genre de choses, bien au contraire. Alors du coup, moi, je mets en application quelques-unes de ces recommandations. Je consomme beaucoup de fruits, de légumes, uniquement bio. Je fais des légumes lacto-fermentés, du jus d'herbe de blé, j'achète un extracteur de jus, bien sûr. Je teste le jeûne, je mange cru une bonne partie de la journée. Mais quand même, je ne souscris pas à tout. Je continue de consommer des légumineuses, par exemple, parce que je sais que le rapport en lysine est indispensable à mon organisme en étant végétalien. Contrairement à ce qu'on a pu dire, là aussi, je n'étais pas devenu un fanatique. Je n'ai pas tout appliqué bêtement. Comme il dit souvent, j'écoutais mon corps. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de véritables ennuis de santé à cette période, qui a duré environ 1 an. Je faisais attention à essayer de garder un équilibre. Par contre, ça c'est vrai, j'étais devenu insupportable avec mon entourage. La peur des aliments poisons comme le gluten, les produits laitiers, me rendait inquisiteur et focalisé sur tout ce que mes proches mettaient dans leurs assiettes. Il faut dire que pour des gens qui prétendent nous délivrer de la peur, ils avaient réussi à transformer la personne sereine que je pense être en un angoissé de tout. Les ondes, les vaccins, les médicaments, le gluten, les produits animaux, les laitages, tout était une prétendue source d'acidification de notre corps et devait donc être évité. Entre les traces de produits animaux que j'évitais par conviction éthique et écologique et ces prétendus poisons de notre organisme, faire les courses était devenu un vrai parcours du combattant. Et toutes ces choses auxquelles il fallait penser au quotidien. En fait, cette promesse d'autonomie, c'était en réalité une charge mentale énorme et qui pèse énormément sur votre morale, même sur votre rapport aux autres. Et pourtant, encore une fois, je n'étais pas du tout un intégriste et je faisais un peu mon marché dans tout ça. Je pensais pouvoir dissocier le vrai du faux, me forger ma propre opinion. Alors j'ai testé et, spoiler alerte, c'est impossible. À force d'écouter ce genre de truc, la barrière entre le vrai et le faux, entre ce que vous êtes prêt à accepter et ce à quoi vous ne pensiez jamais adhérer, s'estompe au fil du temps. Heureusement pour moi, j'ai continué mes engagements bénévoles au sein de la cause animale. J'ai milité pour L214, j'ai réalisé une BD pour sauver les requins de la Réunion. J'ai fait pas mal de créations pour l'ASPAS aussi, qui défend la faune sauvage. Pour eux, j'ai même fait une BD sur le renard, pour le réhabiliter. Bref, tous ces engagements m'ont permis de rencontrer pas mal de gens qui ont eu la gentillesse de me tendre la main malgré mon passé. J'ai progressivement découvert une approche plus rigoureuse de ces sujets. J'ai pu échanger avec d'autres véganes qui, comme moi, étaient passés par une phase de crudivorisme ou d'adhésion à ce discours hygiéniste. Depuis que j'ai cofondé un refuge pour les animaux de la ferme, j'ai aussi pris conscience du fossé entre les discours et la réalité complexe et toujours inattendue du terrain. Alors j'ai commencé à me demander, mais en fait, pourquoi je crois ce que je crois ? Pourquoi je suis sûr et certain de ça ? Sur quoi je me base ? Qu'est-ce que j'en sais en vrai ? À quel moment cette idée elle est rentrée dans ma tête ? Qui l'y a mise ? Pourquoi est-ce que je lui accorde autant de valeur ? J'ai commencé à confronter chacune de mes croyances, même celles que j'avais toujours considérées comme acquises, à l'état actuel de nos connaissances, même les recherches les plus récentes. Sur l'alimentation, par exemple, il m'a fallu du temps pour déconstruire ce que je croyais être des certitudes. Les aliments crus ont certes beaucoup de vitamines, de minéraux, mais ils n'ont pas que des avantages, contrairement à ce que je croyais. Certains contiennent des composés toxiques qui ne disparaissent qu'à la cuisson. Le risque de contamination bactérienne est également loin d'être négligeable. Et même s'il est certain que nous devrions tous manger plus de fruits et de légumes frais, ils n'en sont pas pour autant des aliments miraculeux. Et de la même manière, les aliments cuits aussi présentent beaucoup d'aspects positifs, tant du point de vue nutritionnel que de la digestibilité. C'est oublier bien vite que l'homme maîtrise la cuisson depuis presque 2 millions d'années et que nos organismes ont donc évolué avec ça et nous rendent bien plus adaptés à ce type d'aliments aujourd'hui. Et c'est pareil pour le gluten ou pour d'autres choses qui sont présentées comme du poison. La réalité est bien loin de certaines descriptions manichéennes de l'alimentation. Mais pour comprendre tout ça, il a fallu que je fasse l'effort de sortir de ma zone de confort et que je me force à ne plus consulter uniquement des sources d'informations qui allaient dans mon sens. Parce que de blog en blog, de chaîne YouTube en chaîne YouTube, on peut vite avoir l'impression d'avoir fait ses propres recherches, d'avoir croisé les sources et multiplié les points de vue. On pense avoir trouvé la vérité, mais en réalité, on va rarement vérifier ce sur quoi se fondent ces articles ou ces vidéos. On les prend trop vite pour argent comptant.
quand elles vont dans notre sens. Et puis j'ai aussi compris que beaucoup d'arguments qu'on trouve sur le net jouent en réalité avec mes peurs, avec des craintes légitimes que nous pouvons tous avoir et qui m'ont finalement fait adhérer à un ensemble de croyances. À l'issue de tout ça, pas grand-chose de ce que je prenais pour vrai n'a résisté à l'épreuve d'une démarche de doute méthodique. J'ai ainsi repris la main petit à petit sur ce que je laissais entrer dans mon cerveau. Même si une idée me séduit, souvent parce qu'elle va dans le sens de mes valeurs, de mes convictions, je m'efforce maintenant de vérifier sa solidité avant de me l'approprier. C'est précisément ce que je ne faisais pas auparavant. J'écoutais des gens parler de sujets qu'ils prétendent maîtriser, mais qu'ils ne connaissent en réalité que très peu. Et c'est une très mauvaise habitude qu'on a tous, de faire confiance et de croire nos semblables, surtout quelqu'un qui affirme agir de manière désintéressée et altruiste. Si en plus quelques études ou des articles sont cités par-ci par-là, ça renforce encore le crédit qu'on accorde à tout ça. Même si, et on est tous pareils, on ne va jamais vérifier si le papier dit bien ce qu'on tente de lui faire dire et s'il est suffisamment rigoureux pour avoir une quelconque valeur. Mais il faut dire que ça demande du temps, des compétences, que c'est souvent en anglais, parfois payant, c'est toujours très difficile d'accès. Je ne juge pas ceux qui ne le font pas. Moi-même, je n'arrive pas à le faire pour tout le temps et parfois je m'en remets à des gens sûrs qui font ce travail à ma place. Je regrette juste sincèrement que des personnes abusent de cette confiance spontanée. Enfin bon, là-dessus aussi on a raconté n'importe quoi. Je n'ai jamais été fanatique de ces personnes ou de ces méthodes. J'y suis tombé, comme beaucoup, par manque de repères clairs et faciles d'accès concernant l'alimentation. J'ai testé des trucs, je n'ai pas cru à tout, je n'ai jamais fait de culte de la personnalité autour de ces gens-là. Je ne suis pas non plus une victime, je n'ai jamais dit ça, j'ai été séduit par un discours très attirant, car très orienté nature, autonomie, bio, bien-être, etc. Ce qui était en phase avec mes convictions. Je ne suis pas non plus devenu un agent de Big Pharma ou de l'industrie agroalimentaire. Je suis toujours végétalien, j'essaye de manger un maximum de fruits et de légumes frais, un minimum de produits transformés. Je sais très bien qu'une alimentation saine, variée est essentielle, tout comme une activité physique régulière, la réduction du stress. J'essaye de m'apprévisionner localement avec pas mal de bio acheté en vrac. Je fais mon potager, je fais mes confitures, je déshydrate les fruits de mon verger, je prends très peu de médicaments, je voyage plus en avion, j'ai même installé des toilettes sèches. Donc c'est vous dire si je corresponds à l'étiquette de suppôt des multinationales et des industries pharmaceutiques qu'on veut me coller. Et concernant la médecine, je pense que peu de gens ont vu mon dialogue avec Richard, mon voisin, au sujet des alternatives en matière de santé, parce que je doute que là encore, cela colle avec ce qu'on vous a dit de moi. Donc je le répète pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je comprends parfaitement que des gens se tournent, soit à la recherche de solutions alternatives en matière de santé, et soient défiantes envers le monde médical ou scientifique. C'est parfaitement compréhensible, les scandales sanitaires peuvent expliquer aussi ce genre de choses. Mais je refuse que des gens surfent sur ces attentes pour faire tout et n'importe quoi en dehors de tout cadre légal et déontologique. Bon, enfin, pour finir sur un peu de légèreté, ça a beaucoup amusé mes amis d'entendre que je n'aurais pas de vie et que je passerai mes journées seul devant mon PC à rechercher comment exister virtuellement. Alors c'est sûr que quand on croit que je fais ça tout seul, il faudrait que je passe 48 heures par jour devant mon ordinateur pour arriver à faire ça. Non. En vrai, j'ai une vie bien remplie, entre mon travail d'enseignant que j'adore, un enfant en bas âge à la maison, la gestion quotidienne du refuge, les soins à tous les animaux, la photo, l'astronomie. J'arrive quand même à me dégager quelques heures par-ci par-là pour le collectif L'Extracteur, mais c'est loin d'être une priorité dans ma vie qui est déjà très bien remplie. Bon, ceux qui me connaissent savaient déjà tout ça, mais pour ceux qui suivent ou ceux qui découvrent la chaîne de L'Extracteur, vous avez aussi le droit de savoir un petit peu qui lui prête sa voix et si tout ce qu'on raconte sur lui est vrai. Il serait vraiment très tentant de souscrire à cette vision binaire, à cet antagonisme primaire dans lequel on essaye tous de nous jeter les uns contre les autres, les bons et les mauvais. Je crois même que j'ai entendu l'ombre et la lumière.
En réalité, la vie ne cesse de nous montrer qu'elle est beaucoup plus complexe que ça. Et j'espère qu'en étant ouvert à vous de cette manière, ça vous aura permis de mieux comprendre ce qui m'a amené à questionner mes certitudes sur ces sujets qui me tiennent à cœur. Je pense que je suis finalement comme beaucoup d'entre vous qui tentez de faire à votre propre échelle ce que vous croyez juste pour les autres, pour l'environnement, pour vous-même. Nous ne serons probablement pas d'accord sur tout, mais si vous êtes sûr de vous, de vos positions, vous ne risquez rien à écouter et à lire ceux qui ne pensent pas comme vous. Regardez nos vidéos avec attention, vérifiez ce que nous affirmons, gardez un regard critique, ne nous accordez surtout pas votre confiance d'emblée, intéressez-vous seulement aux preuves que nous vous donnons, à la solidité aussi de nos raisonnements. Mais si vous arrivez sur cette chaîne avec un a priori très négatif, en principe vous n'aurez aucun mal à faire tout ça. Toute la difficulté réside justement dans le fait que cette exigence, cette attention aux moindres détails, nous avons tous tendance à l'oublier quand on écoute ceux à qui nous faisons confiance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci aux membres du collectif de m'avoir autorisé à faire cette mise au point. J'espère que cette longue vidéo vous aura tout de même semblé utile. En attendant, je suis heureux de pouvoir vous le dire pour la première fois face à la caméra, l'extracteur reviendra bientôt.